Salut les amis. Alors ça fait 3 jours qu'on est parti des Açores. J'ai pas fait de vidéo. J'étais malade, mais j'ai vomi tripes et boyaux. On pouvait plus. Alors on est parti. Quand je suis parti, je savais que j'allais avoir la grosse mer. Enfin, tout est relatif, grosse mer. En tout cas, assez pour être malade. On a eu 27 nœuds, 28 nœuds de vent de travers, avec des vagues établies. Je sais pas, ils annonçaient 2,10, mais je pense que de temps en temps, il y en avait à 3,50. Hein. Des vagues. Donc c'est ça. Le bateau roulait quelque chose de bien. J'ai été malade. Alors j'avais mis le patch. Alors le patch là, je l'ai mis quand même vachement en avance. Entre le moment où j'ai mis le patch et le moment où je suis sorti de l'abri de l'île, il y avait facile 8 heures. Donc normalement il aurait dû faire effet. Peut-être que je suis tombé sur des patchs qui font pas plus effet, parce que ça fait la deuxième fois que je mets un patch et que je suis quand même malade. J'ai quand même l'impression que ça aide par petit temps, mais quand tu es dans la machine à laver, le patch il sert pas à grand chose. Je le garde quand même. Bien qu'au bout de 3 jours en principe il fait plus effet, enfin bon. Là il y a une accalmie, on a pu remettre toute la toile. Aujourd'hui je voulais répondre à une question. Je me posais la question, pour faire une transatlantique comme ça, ou un tour du monde, qu'est-ce que je pensais des bateaux de série? C'est une vaste question. C'est pas facile à répondre à cette question. Surtout que je connais pas tous les bateaux de série. Mais je peux quand même donner mon avis. Alors encore une fois, c'est que mon avis par rapport à mon expérience et ce que j'ai vu. Et il y a pas mal de choses qui m'intriguent et je me pose des questions. Donc, au niveau de la construction des bateaux de série en France, donc des bateaux plastiques, j'aime pas ce terme plastique. Je préfère des bateaux fibre résine, ça me parle plus. Plastique, j'ai l'impression que c'est un jouet pour enfants. La construction de ces bateaux de série en fibre, moi déjà je sépare deux époques. Une première époque de construction où on faisait la coque dans un moule et après tu venais stratifier à l'intérieur de la coque qui avait été moulée des varanques et puis après on mettait le pont par dessus et sur les varanques un plancher à l'intérieur, enfin on venait tout disposer à l'intérieur. Donc ça donnait des bateaux qui ont la réputation d'être très solides parce que la coque, la seule coque qu'il y a est très épaisse avec des bonnes grosses varanques qui sont tous stratifiées. Donc des bateaux rigides et solides. Et moi je dirais que ça c'était dans les années 80. Jusqu'aux années 80, pour moi les constructeurs ont fait comme ça. Au début des années 80, ils ont commencé à expérimenter des choses sur les petites unités. Par exemple, j'ai eu un First 24, un 24 pieds, non? Et là, déjà, ils commençaient à expérimenter le contre-moulage. C'est-à-dire que quand ils font la coque, en fait, ils en font deux. Ils font un moule extérieur et un moule intérieur de la coque. Le moule intérieur va venir se stratifier ou se coller à l'intérieur de la coque. Et ce contre-moulage, dedans il y aura les varanques, le support pour accrocher les cloisons, etc., etc. Donc d'abord ils ont essayé sur les petites unités, et vu que c'était concluant sûrement au niveau, il y a deux choses, la finition déjà, parce que l'intérieur de la coque, vu que c'est un contre-moulage, vous avez un côté propre, le côté qui se voit c'est le côté propre du contre-moulage. Ce qui fait qu'il y a un côté esthétique, moins de matière à apporter à l'intérieur pour cacher justement la coque brute. Il y a un côté rapidité. Donc ils se sont mis à faire des contre-moulages sur les petites unités. Ils ont fait exactement la même chose pour les ponts, donc un pont plus un contre-moulage qui venait par-dessous. De cette manière, quand on était à l'intérieur, il n'y avait pas besoin de faire du vaigrage au plafond puisqu'on a
un aspect de la résine tout à fait correct au niveau du contre-moulage du pont. Voilà, moi j'identifie ces deux techniques avec à la fin des années 80 vraiment une bascule où les constructeurs se sont mis à faire ça sur les grosses unités. Alors il y a des unités où c'est un mixte, hein, mais c'est histoire de contre-moulage à l'intérieur. Ukiva est un bateau avec un contre-moulage coque et pont. Donc ce que moi j'ai pu constater sur ces bateaux. Alors les bateaux qui ont des contre-moulages ont des réputations, je l'ai déjà dit, de bateaux moins solides et moins fiables que les constructions d'avant qui avaient une coque avec des varanques stratifiées à l'intérieur. En cas de choc, moi qu'est-ce que j'ai pu constater? Alors j'ai pas constaté sur Ukiva, j'ai constaté sur d'autres bateaux, même des 385, qui avaient talonné ou qui avaient eu des gros chocs sur la coque. Donc la coque extérieure s'était déformée et la coque le contre-moulage à l'intérieur avait littéralement explosé. Mais il n'y avait pas de trou dans la coque. Donc moi, ce que j'en ai déduit, c'est que ces varanques qui sont collées ou légèrement stratifiées à la coque, eh bien ces varanques, en cas de choc, de se casser, de façon à ce que la coque, en fait, la coque extérieure fonctionne comme une peau, et vient se déformer pour encaisser le choc et éviter de faire un trou dans la coque. Alors évidemment, après, votre bateau perd de la rigidité une fois que les varanques sont pétées. Et il faudra juste, je vais constater sur d'autres bateaux, hein, restratifier les varanques du contre-moulage pour redonner de la rigidité au bateau. Alors, la question qu'on est à même de se poser, et donc plus ça va, plus les coques extérieures sont fines et souples, c'est mon impression, hein, et plus les contre-moulages sont cassants rapidement. Alors évidemment, faut quand même toucher. Hein. J'ai l'impression, ça me donne vraiment l'impression de la même chose que sur les voitures. Les anciennes voitures avaient des pare-chocs costauds qui permettaient d'encaisser des chocs. Aujourd'hui, les voitures d'aujourd'hui, à la moindre petite pichenette, les pare-chocs cassent, les calandres se déforment. Et il faut pratiquement changer toute la voiture à chaque fois qu'on tape légèrement. Et c'est exactement l'analogie que je fais avec les constructeurs de série. J'ai l'impression que c'est exactement ce qu'ils ont fait. Le contre-moulage sur les bateaux modernes, il ne monte pas jusqu'au pont. Hein. Le contre-moulage, il monte à peu près jusqu'au niveau du niveau. Il monte jusqu'au niveau de l'eau. Et le contre-moulage de la coque ne va pas jusqu'à l'arrière et jusqu'à la baille à mouillage. Il s'arrête avant. Mais quand vous choisissez un bateau, c'est à prendre en compte. Il faut bien être conscient de à quelle génération de bateaux vous avez affaire, parce que tous les constructeurs n'y sont pas passés en même temps. Je dis pas que les contre-moulages c'est pas bien. Il faut juste être conscient de la techno. Il y en a une techno où le bateau va pas se déformer parce qu'il est très solide avec des varanques stratifiées, mais peut-être il va percer plus tôt. Ça, j'en sais rien. C'est la question que je me pose. Est-ce que les vieux bateaux percent avant les nouveaux, justement, vu qu'ils ne se déforment pas? Et les nouveaux, ils vont se déformer au moindre petit choc qui est un peu violent. Ils vont se déformer et le contre-moulage intérieur va littéralement exploser pour encaisser les chocs, en fait. Ça donne quand même des bateaux tout à fait solides. J'ai rencontré plein de personnes qui ont des bateaux des deux générations, hein, avec contre-moulage ou avec des varanques stratifiées à l'intérieur. Il faut voir que les moyens d'un chantier nautique comme Jeannot, Beneteau et Dufour, pour calculer les carènes, quand ils lancent un modèle, en principe c'est quand même bien calculé. Hein. Que vous risquez qui peut faire défaut dans une construction amateur. Après, souvent, les constructions amateurs, ils s'inspirent de carènes existantes, voire de carènes de bateaux de série, pour faire la leur. On voit ce qui marche bien, ce qui marche pas, et
on navigue comme ça. Au niveau de l'évolution, on voit très bien que les designers travaillent vraiment avec les architectes, et la question c'est à quel moment, il y a un moment donné, c'est sûr, les designers et les architectes nautiques, les designers prendront la main, finiront par prendre la main sur les architectes nautiques sur la construction des bateaux de série. La question c'est à quel moment ou sur quel modèle, parce que je pense que ça se fera pas. Il y aura certains modèles qui seront viables et d'autres, les designers auront tellement pris la main que ça finira par faire des bateaux qui sont pas marins. Moi c'est ma grande peur sur les bateaux de série, c'est que les designers prennent tellement le pas qu'ils nous fassent des bateaux super jolis, super sympas au port, mais qu'en nave les performances s'écroulent complètement. Et surtout les performances, et j'irai plus loin, c'est même pas les performances, c'est la solidité de l'ensemble. Parce que forcément quand on fait des grands hublots, ça amène des contraintes sur, quand on fait des grands espaces intérieurs sans épontilles, sans rattraper les efforts, ben pareil. Je pense qu'il faut faire vraiment attention que les designers prennent pas le pas sur les architectes. Parce que déjà que je reproche, tous les bateaux que je visite, je reproche de plus en plus aux architectes, mais je sais pas en fait, si ça se trouve c'est des designers sur les bateaux très récents. Je trouve qu'il y a des choses qui sont du délire pur et simple. Des coffres qui tapent dans les pupitres de bar. Comment les coffres extérieurs ici ils peuvent taper dans des pupitres de bar qui reviennent au-dessus. Sur des bateaux à plus de 500 000 €, comment c'est possible? Pareil, donc là, petit détail, hein, sur le Dufour 385, et sur les bateaux avant, sur des hublots de pont, nous avons un tour en aluminium. Ça a l'air bête ce petit tour en aluminium, mais les designers se sont empressés dès qu'ils ont pu de le supprimer et de faire des hublots plus grands avec des ouvertures plus petites. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné des hublots, vous pouvez pas marcher dessus parce que sinon ils cassent, parce qu'il y a un porte-à-faux énorme. Moi j'ai vu des bateaux encore à plus de 500 000, ou si vous marchez sur le pont, si vous marchez sur les hublots qui sont sur le pont, vous les cassez. À moins d'être un enfant et de faire moins de 90 kg. Mais si vous flirtez avec les 100 kg et vous marchez sur le pont, si vous mettez le pied sur les bords d'un panneau de pont, eh ben vous le pétez, et ça c'est pas normal. Et ça je pense que c'est typiquement les designers qui font passer la beauté avant la solidité. Tout simplement parce que c'est plus vendeur. Donc moi je suis beaucoup plus pour acheter des bateaux d'occasion, moi je suis pas pour acheter des bateaux neufs, parce que l'avantage du bateau d'occasion c'est que tout ce qui n'était pas correct a pété déjà. Les hublots de pont ne supportaient pas le poids d'un être humain, ils ont déjà été changés parce que l'ancien propriétaire les a cassés. Tous les petits détails comme ça qui font que le bateau, il y a des choses qui marchent pas bien. Avec un bateau d'occasion, l'ancien propriétaire aura en principe pallié à tout ce genre de problèmes. La problématique avec les doubles coques, la problématique elle va être si vous achetez un bateau d'occasion et que ce bateau a déjà talonné, ça va être de réussir à identifier sur cette double coque les endroits qu'on cassé. Et c'est un bon moyen de voir si un bateau a talonné ou pas, c'est si la double coque est endommagée, tout simplement. Parce que plus ça va, alors au début ils stratifiaient le double coque, et puis peu à peu ils se sont mis à les coller, avec des colles de plus en plus légères, ce qui fait que maintenant plus ça va, plus au moindre choc, la double coque se décolle de la coque extérieure. Et c'est ça qui fait la réputation de merde sur les bateaux modernes. Et ça c'est de la faute des chantiers nautiques.
Après, moi, si je prends l'exemple de Ukiva, au niveau de la double coque, j'ai aucune fissure, j'ai rien, et pourtant le bateau a traversé 2 fois l'Atlantique dans des conditions moyennes de vent, on va dire. J'ai pas eu de cyclone, mais j'ai pas fait semblant. Et là, j'ai regardé encore l'autre jour, j'ai aucune trace de fissure entre la fixation entre ma double coque et ma coque. Donc ça veut dire que c'est un système qui fonctionne. On me demandait aussi qu'est-ce que je pensais de Jeannot, Beneteau et Dufour, et on m'a demandé si je pouvais les classer, quel est le meilleur. Ben, ça je peux pas parce que j'ai pas essayé tous les... Pour ça il faudrait essayer tous les Jeannot, tous les Beneteau et tous les Dufour. Et ça j'ai jamais fait, donc je suis pas du tout qualifié pour faire un classement. Par contre à première vue, ils sont quand même tous dans un mouchoir de poche, donc ils se copient les uns les autres. Il y a des tendances comme la mode, hein. C'est pareil. Il y a des tendances à élargir le cul, à mettre 2 barres à roues au lieu d'une. Et je pense que ça tournera avec des étraves plus ou moins droites. Donc ça aussi, les étraves, c'est quelque chose qu'on peut constater. Les constructeurs ont fait quelque chose d'intelligent pour optimiser la place à l'intérieur. Ils se sont mis à faire des étraves de plus en plus droites et des arrières de bateau de plus en plus larges. Donc en faisant des arrières de bateau larges, ils augmentent la taille des couchages à l'arrière et des coffres. Donc ça c'est très appréciable. Ils augmentent le fait que la coque va partir au planning plus vite. Donc ça c'est bien. En faisant des étraves de plus en plus droites, ils augmentent la place à l'intérieur. Étrave droite, ça fait presque par rapport aux anciens bateaux des années 80 qui avaient une étrave avec vraiment beaucoup d'angles. Eh ben, l'étrave droite, ça permet de gagner en longueur de flottaison déjà, donc d'augmenter la vitesse théorique du bateau. Et après, ça permet également d'augmenter la taille à l'intérieur. Pour une même taille de bateau, on va avoir beaucoup plus de place sur des bateaux modernes qui auront une étrave droite. Et ça, quand on choisit un bateau, je pense que c'est vraiment à prendre en compte. Puis j'étais parti sur un Sunfeeze. Le Sunfeeze a une étrave quand même assez prononcée au niveau de l'angle. Et le Dufour qui fait exactement la même taille que le Sunfeeze en longueur de coque, eh ben, il a plus de place, tout simplement. Il a plus de place à l'intérieur que le Sunfeeze parce qu'il a une étrave droite et un cul large. Après, évidemment, c'est pas le même prix non plus. De toute façon, quand on choisit un bateau, c'est toujours un dilemme entre ce qu'on aimerait et puis ce qu'il y a sur le marché. On ne peut pas avoir tous les avantages. Après, ce que j'ai pu constater en visitant des bateaux de série comme le mien, et également des bateaux de voyage qui appartenaient à des vieux baroudeurs, des mecs qui avaient vraiment roulé leur bosse depuis des années et des années sur toutes les mers du globe. Ben, j'ai pas rencontré de vieux baroudeurs avec des bateaux fibres. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont partis à une époque où c'était pas encore la mode? C'est possible. Mais tous ceux que j'ai rencontrés, ils avaient des bateaux acier. Des bateaux acier ou des bateaux alu, mais les mecs qui ont fait le Cap Horn, le Pacifique, la Patagonie, qui ont fait vraiment tout le tour du monde. Et ça fait des années qu'ils font ça. Et j'en ai rencontré plusieurs. Hein. Des gens qui vivent sur leur bateau en fait à l'année et qui naviguent. Parce que des gens qui vivent sur leur bateau à l'année et qui naviguent pas, il y en a aussi plein. Mais en tout cas, dans ceux qui naviguent vraiment, qui m'ont impressionné par le nombre de milles qu'ils avaient au compteur, je pense qu'en une année, ils ont plus de milles au compteur que moi en toute une vie. Et ben, ils avaient des bateaux acier, les mecs. Et la conception intérieure était pas du tout
que nos bateaux de série. Déjà à l'intérieur, c'est que des couloirs. Alors, malgré que c'est des bateaux qui sont beaucoup plus gros qu'Ukiva, à l'intérieur, c'est vraiment tout est cloisonné. Et ça offre un avantage qui est pas négligeable, c'est que vous avez toujours de quoi vous tenir. Où que vous soyez dans le bateau, vous vous déplacez, vous avez toujours à moins de 20 cm de vous, un mur ou une poignée pour s'accrocher. Ça a l'air de rien, mais dans le gros temps, ça fait toute la différence. Parce que même sur Ukiva, qui est pas un très gros bateau, par rapport à ce que j'ai pu visiter, qui n'est pas un très gros bateau de série par rapport à tout ce que j'ai pu visiter, je vois bien que quand ça remue beaucoup et que je dois me déplacer, à l'intérieur, ça me pose, j'ai quand même quelques difficultés. Ils ont mis 2-3 poignées au plafond pour s'accrocher, mais franchement, même la cuisine de Ukiva n'est pas du tout étudiée pour faire de la cuisine. Si vous avez force 8 et des creux de 4 mètres, c'est pas possible. On peut pas tenir. Alors que tous ces bateaux de baroudeurs que j'ai vus, bah, les cuisines étaient assez petites, mais en fait, elles étaient faites d'une façon où on pouvait se sangler dans la cuisine. On se sangle pour faire la cuisine. Ces mecs qui se sanglent quand ils sont dans la cuisine, c'est impressionnant. Hein. C'était des bateaux familiales, hein. C'était pas des mecs qui naviguaient en solitaire. Hein. Salon, même si le salon on pouvait tenir à pas mal, il y avait toujours quelque chose, une épontille pour se tenir, des barreaux entre la coque et le pont pour pouvoir s'accrocher, se tenir de façon à se déplacer, même si le carré à l'intérieur était vaste, il y avait quand même de quoi se tenir, alors que sur les bateaux de série moderne, il n'y a rien. Et je pense que, et j'ai l'impression que Ukiva pour moi est une des tailles maximum dans laquelle on peut encore se déplacer dans du gros temps sans risquer de se faire mal, parce que sur un bateau qui roule bâbord tribord dans la tempête, mais si vous perdez l'équilibre dans Ukiva, vous n'allez pas faire un vol plané vous allez faire un vol plané d'1,50 m. Sur un 51 pieds, vous ferez un vol plané de 2 mètres avant de toucher la paroi. Et là, vous avez vraiment des chances de vous faire mal. Dans l'aspect, les bateaux de série moderne ont tout donné pour des espaces intérieurs très grands, pour ne pas casser, pour vraiment de la place à l'intérieur, 100 mètres de cloison. Mais pour des grosses naves avec du gros temps, c'est pas pratique. On peut pas parler de bateau de voyage ou bateau de série sans parler de timonerie. Alors, la timonerie, c'est l'endroit où vous avez la barre. Hein. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les télécommandes modernes, la barre, vous pouvez avoir, parce que on va être clair. Tous les gens qui font de grands voyages, grandes traversées, c'est le pilote automatique qui dans 99,9% du temps, c'est le pilote automatique qui pilote. De temps en temps, on prend la barre pour s'amuser un peu. Tout à l'heure, je vais la prendre, mais c'est le pilote automatique qui fait tout. Donc aujourd'hui, avec les télécommandes, on a accès, avec une petite télécommande, au pilote automatique finalement de n'importe où à l'intérieur du bateau ou de l'extérieur du bateau. Il suffit juste d'avoir la télécommande sur soi. Les Raymarine, pour ça, ils sont pas mal. Hein. Pour une fois, je ne vais pas leur casser du sucre sur le dos. Ils ont quand même fait une espèce de télécommande universelle que j'ai et qui fonctionne avec tout, qui permet de manœuvrer le pilote et d'avoir le retour de la vitesse du vent, de la vitesse du bateau, de la position du bateau, toutes les infos sur la télécommande. À part que quand il n'y a plus de pile dans la télécommande, le pilote automatique se coupe, mais bon, une fois qu'on s'est fait avoir une ou deux fois, après on la met à charger avant d'arriver à zéro. Donc la timonerie,
Alors l'intérêt d'avoir une timonerie, les bateaux de série française, ils n'ont pas de timonerie, ils ont que des timoneries extérieures. Il n'y a pas de timonerie intérieure. Pour faire des gros voyages et partir dans des mers froides, avoir une timonerie intérieure pour faire ses quarts au chaud, c'est bien. Après, la taille des bateaux, la taille de Ukiva par exemple, fait que une timonerie intérieure, ça va être compliqué. Il n'y a pas la place, la conception du bateau ne le fait pas. Après, j'ai vu des bateaux plus petits qu'Ukiva, avec des conceptions, la plupart c'est des conceptions anglaises ou néerlandaises, qui vont avoir une timonerie intérieure, c'est-à-dire un kiosque. Ils ont un kiosque de pilotage à l'abri et également une barre à l'extérieur. Avant d'acheter un bateau, établir d'abord le projet de navigation avant de choisir un bateau. C'est exactement ce qu'avait compris Tabarly pour les courses. C'est le premier à avoir mis en avant un type de bateau pour une course. Bien sûr, il y a des bateaux qui vont être polyvalents, à peu près pour toutes les mers, mais ils auront des avantages et des inconvénients. Par exemple, je prends Ukiva, l'avantage de Ukiva. L'avantage de Ukiva, 2 barres à roues, donc de la place pour circuler, et un arrière qui s'ouvre pour se baigner. Donc ça, c'est super pour les mers chaudes. Par contre, pour les mers froides, se baigner, on en a un peu rien à foutre d'aller se baigner, parce que si l'eau elle est à 10 degrés, personne n'ira dans l'eau. Pas de timonerie intérieure, donc ça veut dire que on va faire ses quarts à l'extérieur du bateau. S'il fait 10 degrés, ça va cailler sérieusement. Quand on choisit son bateau, avant il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire avec. Moi je sais que là il y a des destinations qui me tentent bien, par exemple la Patagonie. Ça me tendrait bien d'aller faire un tour en Patagonie. Si je dois aller avec Ukiva en Patagonie, il faudra quand même que je l'aménage pour. Parce que même sous la capote c'est agréable. La capote protège bien du vent, mais s'il fait vraiment froid, c'est pas gérable. Alors évidemment, il y a le prix qui rentre en jeu. Hein. La longueur de coque est vraiment va déterminer votre vitesse max. Alors après, le poids et le deuxième élément qui détermine la vitesse, c'est le poids. Un bateau lourd, même s'il a une très bonne carène, s'il est trop lourd, il est trop lourd. Il faut bien être conscient que les bateaux de voyage, on les charge de plein de trucs, parce que c'est des bateaux de voyage et pas des bateaux de course, donc on les charge. Et c'est vrai que le résultat, par exemple sur Ukiva, le pont est encombré entre les bidons de gasoil et la planche à voile, ça fait un pont un peu... Il y en a un qui m'a dit que mon pont, ça faisait manouche. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a des choses qui me rassurent en fait, c'est que sur les bateaux de voyage que j'ai pu croiser, la plupart, ils n'ont pas des ponts nickel. Ils ont plein de bordel. Les baroudeurs, ça fait 40 ans qu'ils naviguent, et c'est unanime, sur tous ces bateaux, il y avait des trucs dessus. Et quand j'avais vu un reportage sur Fleur Austral, c'était avant de partir, et effectivement, moi qui avais toujours navigué en côtier, qui avait des bateaux dessus, il n'y avait pas grand chose, c'était pas trop le souple. Et j'avais vu que sur Fleur Austral, il y avait une clim qui se baladait dessus, il y avait tout un tas de bordel. Et ouais, en fait c'est normal. C'est normal parce que vous partez, vous stockez. Et une fois que l'intérieur est bien plein, il y a des choses, c'est plus facile de les stocker à l'extérieur. Ils ont plutôt des bateaux acier. Maintenant la question c'est est-ce que dans 40 ans, ils auront toujours, ce sera toujours des bateaux acier pour ces gens-là. Alors des bateaux alu, des bateaux acier, hein. Je mets les deux dans le même panier.
Ça donne des bateaux qui ont des performances moindres qu'un bateau fibre, parce que souvent il y a du poids, parce que souvent ils sont beaucoup plus lourds, et souvent c'est des dériveurs. Donc forcément, ça leur réduit leur capacité nautique. Mais par contre, ils tapent dans la possibilité d'approcher très près des côtes s'ils ont besoin, de remonter des rivières s'ils ont besoin, sans avoir de problème de tirant d'eau, d'avoir une bonne solidité de coque et la possibilité de réparer facilement. Parce qu'avec un bateau acier, si vous emmenez un poste à souder, vous pouvez réparer à peu près n'importe quoi. Une fois qu'on a fait le tour, j'aurais pu que j'ai répondu à la question correctement sur qu'est-ce que je pense des bateaux de série. Pour conclure, où qu'il va, il fait très bien le job. Et c'est ça l'important en fait. Si demain je devais partir dans un endroit plus froid, je réfléchirais pour changer de bateau. Demain, une vidéo qui va vous plaire. Pourquoi l'AIS c'est bien? Allez, à demain, je vais la faire direct.